Bien. Il y a déjà des frites qui sautent. Regarde. Viens voir ici. Regarde, il met de l'eau dessus, regarde. Oula, ça va encore plus fort. Non, Il ne faut surtout pas faire. c'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà, c'est tout, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce qui veut dire que tout ce qui est passé plus haut a enrobé la pièce. T'as vu? Ça veut dire que si vous avez à l'arrière Quand il y a un incendie avec une frite, des rideaux, pas mettre eh bien ils sont déjà en feu. T'as vu qu'est-ce que ça a fait comme flamme? Donc il faut jamais mettre de l'eau. Surtout pas faire ça. Très 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 dangereux. Ah, il y a encore une dame qui devait venir. D'autres personnes? Pas moi. Pas moi. Attends, oui, je voulais dire. Tu veux pas y aller? Non, parce que moi, c'est 6 ans. Oui, non, toi c'était à l'école du feu, ici on voit bien. La madame va éteindre. Hop là. Un percuteur. Vous avez ici une poignée qu'il faut tirer avant de percuter. Je le fais. Je tire. Je percute. L'appareil est sous pression. Maintenant, on prend la lance et on va éteindre un foyer ici, je vais dire un foyer d'hydrocarbures. Commencez toujours 3-4 mètres, visez base des flammes, parce que si vous allez trop près, vous risquez bien sûr un retour de flamme, comme on dit. Il va vous montrer la mauvaise manière. Ça, il ne faut pas faire, il ne faut pas aller trop près. Vous voyez, vous êtes trop près, vous avez attisé le foyer avec la pression de l'appareil. Ça, il ne faut pas faire. Maintenant, la bonne manière. Voilà, de loin. Vous Voilà. êtes à 4 mètres, un petit coup, c'est éteint. T'as vu? Quand on va trop près, ça ne va pas. Alors, les personnes pour ce feu, le premier. Lui, il a déjà 25 € tantôt, ça fait 50. Bon, si l'appareil, je dis bien pour les prochains, hein, écoutez bien, on va faire comme si c'était réel. Si l'appareil est vide, vous en prenez un directement en autre et vous faites le même système, donc dégoupiller, percuter et éteindre. Voilà, bravo. Voilà. Suivante. Hop. Personne suivante. Allez, papa. Très bien. Vous voyez, surtout pas plus près que 3 ou 4 mètres. Personne suivante. Allez, vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Hein. Monsieur, vous pouvez rester sur le feu de palette après, hein, si vous voulez. Voilà, là, je crois que monsieur ne vise pas bien. Il vise à côté. Il est vide. Il est vide. Vous en prenez un autre. Donc, première chose à faire, dégoupiller totalement. Tirer horizontalement. Voilà. Voilà, vous avez entendu le bruit. Voilà, prenez en main. Pas trop près, 3-4 mètres, parce qu'il est nouveau en plus. Hein. La voiture commence à prendre feu là derrière. Oula. Parce que le problème, hein, c'est que vous avez visé trop bas. Regardez, vous avez tiré. Personne suivante. Restez pour le deuxième. On va encore faire un. D'autres personnes? Allez, maman.
Ah, ça, vous pouvez rester après pour le deuxième feu. Ah, le monsieur là, il a déjà vu quelque chose. Je suis certain qu'il s'en est déjà servi. On va laisser chauffer un petit peu. C'est chaud, hein? Sinon, c'est trop facile. Hein. Bon, on fait comme si on appelait les pompiers. Et dans les 3 minutes, ils arrivent bientôt. Vous sentez le rayonnement de chaleur? Oui, hein. Bon. Donc, on fait comme tout. Il n'y a qu'une façon. Donc, la meilleure façon, toujours ici, 4 mètres, on commence, base des flammes. Regarde comment il fait, monsieur Antoine. Allez-y, voilà, on éteint, on peut se coucher. Le feu est sous contrôle. Éventuellement, on fait un petit tour pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui brûle encore sur le côté. Toujours bien regarder si vous êtes à l'extérieur. Surez quand vous voulez. Si vous êtes à l'extérieur, toujours bien regarder d'où vient le vent. C'est pas M. Scormans. Parce que si vous êtes contre le vent, vous allez avoir de la poudre dans votre nez. Hein, et c'est pas la bonne, hein. Monsieur Huré va nous faire une démonstration pour voir s'il n'a pas perdu la main. Vive la retraite. Oula. Et on va les préparer par pied. Première personne. Même chose, ça, madame. 4. Et après, vous avancez au fur et à mesure que le feu est sous contrôle. Toutes les personnes qui sont intéressées peuvent venir. Hein. Tu vois, regarde tous les appareils là. T'as vu, là, regarde les appareils. Quand il y a un blessé, il est soigné, hein. Plus que tout. Ah oui. Et il y a encore. Oh non. Là au-dessus, qu'est-ce que c'est de ça là au-dessus? Ah bah c'est tout. C'est pour faire bouger les brancards. Et en fait, le petit boîtier qui est là, c'est un respirateur en fait. Ah oui, oui, oui. On peut mettre le respi là directement. Ça évite d'avoir des câbles dans tous les sens. Oui, 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 c'est plus calme. Ouh. Bien, hein? Bien, voilà, ça y est. Maintenant, ça fait. Tiens-le et filme le petit. Attends, hein? Vas-y. Allez, on va faire tomber. Voilà, bien. Ne tombe pas. Ah, attends, pardon. Ah, comme ça. Bien, allez, encore, vite, bien. Et le buter. C'est tout, maintenant, bien. Voilà. On avait des fumées très blanches qui étaient composées de vapeur d'eau essentiellement et de gaz de pyrolyse. Les gaz de pyrolyse, ce sont des gaz hautement inflammables, mais qui sont blancs également, donc qui se confondent avec les vapeurs d'eau. Si vous regardez ma boîte, ce qu'on peut constater, c'est que les fumées sortent par les 2 tiers supérieurs. Ce qui est tout à fait normal, parce que pour alimenter le foyer, nous avons un courant de convection qui va s'organiser sur le tiers inférieur. Donc l'air frais va rentrer par le tiers inférieur pour venir se réchauffer au contact de la flamme et s'élever dans les airs. Donc on voit déjà nos fumées qui commencent à se charger en imbrûlés de combustion. Les imbrûlés de combustion, ce sont vraiment ces particules de combustible qui agissent avec l'oxygène du milieu ambiant.
Les fumées commencent à se charger, de temps en temps notre foyer va commencer à s'étouffer et il va se rallumer automatiquement. La production de fumée est quand même importante, hein. Vous le constatez ici. Les couleurs sont quand même caractéristiques également. Vous avez des fumées qui sont de temps en temps blanches, avec des bouffées de fumée plus noires. Ces éléments noirs, ce sont les suies. Donc les abrûlés de combustion dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont les suies qu'on va retrouver dans les fumées. À l'intérieur de la boîte, on peut déjà avoir plusieurs signes caractéristiques pour les pompiers. Donc quand on arrive sur une intervention, on peut se référer aussi à tout ce qu'on peut voir, on appelle ça la lecture du feu. Un sous-officier qui fait sa connaissance va regarder l'état des fumées, voir un peu si les fumées sont importantes, voir si elles tourbillonnent, voir la couleur des fumées pour déjà avoir une idée du stade de développement de l'incendie. Et il va avoir d'autres éléments également, il va s'attacher à regarder la couleur des flammes. Et ça commence à brûler. La couleur des flammes pour nous est très importante, étant donné que plus les flammes sont claires, au plus les flammes, ça veut dire au plus le foyer est oxygéné. Au plus vous aurez des flammes d'une couleur plus rouge, au moins le foyer est oxygéné, donc au plus grand est le danger. Ici nous sommes au stade du flash-over. Donc vous voyez ces gaz chauds à brûler, c'est ces gaz chauds qui s'échappent de la boîte, qui s'allument automatiquement. Il y a un décrochage entre le foyer solide vers un combustible gazeux qui sont finalement les gaz de combustion. Donc on voit bien ces flammes qui sortent de la boîte. Maintenant je vais étouffer le foyer. J'étouffe le foyer, on va le laisser reprendre. Vous voyez la couleur des fumées a totalement changé, ce sont des fumées tourbillonnantes d'une couleur assez ocre. Ça indique une imminence du phénomène. Vous l'avez eu ici, vous avez vu le souffle, vous êtes relativement loin, mais ce sont des expériences qu'on peut faire dans le noir et qui sont vraiment très parlantes. Je referme de nouveau ma petite boîte. Le foyer s'est étouffé complètement. On voit ces fumées tourbillonnantes d'une couleur ocre, vraiment caractéristique. Pas de flamme sur le foyer, toujours des braises. Et à partir du moment où l'air frais va venir réallumer ces petites braises et l'apparition de la première flamme, on va voir le phénomène qui est le backgraph que vous venez voir. Bon, il est important de former nos pompiers à ces techniques. Pourquoi? Parce que les accidents mortels en Belgique... Alors, là, en réalité, c'est une petite couleur. C'est une couleur qui n'est pas chez nous, qui est Amérique centrale, Amérique du Sud, et qui est importée et appréciée par les couleurs. Vous devez savoir que ce serpent-là peut avoir 14 costumes différents. On dit dans le milieu, dans le jargon, une phase, 14 phases différentes. Celui-là, il n'est pas dangereux. Vous allez le rencontrer sur... Ça reste un animal. Oui. Et si justement ici vous expliquez les dangers. Désolé Marcel, excuse-moi, mais comme on a posé une question. On est là pour vous expliquer les dangers en premier. Ce sont des animaux, mais ça reste, comme tout animal, ça reste dangereux. Un chien, c'est pareil. Ce sont tous des animaux qui craignent l'homme, tous. Par habitude, même celui-là, il va fuir l'homme. Ici, on vient, on les prend, on est gentil avec eux, il n'y a aucun souci. Le serpent, là, il voit il sent avec sa... Comment ça s'appelle encore, Martial? J'ai oublié le nom. Sa langue, ça porte un nom. Voilà. En fait, il sent les odeurs via sa langue, et il sent qu'il y a des gens. Il sent qu'on est là, mais il ne nous voit pas, tant qu'on ne bouge pas. Donc, tant que vous ne faites pas de geste brusque, il n'y aura pas de souci. Vous pouvez le caresser à son aise, et tout bien. Voilà. Voilà, comme ça, pas mal nous échapper. Alors, donc, comme on disait, c'est une couleur qui n'a rien à voir avec les couleurs de chez nous. Mais il faut savoir que les couleurs de chez nous sont beaucoup plus agressives. Les couleurs de chez nous sont capables de se lever sans problème pour vous faire opposition, pour vous empêcher d'avancer. On a été sollicité une fois pour aller chercher des couleurs qui étaient dans des ateliers. Les gens... Touche-le, Antoine. Touche-le, Antoine. Allez, Antoine, vas-y. Allez, Antoine, touche-le, tiens. Alors, vous entrez en vitesse. Je fais exprès de bloquer sa tête parce que, mine de rien, ça a 250, on peut entre 200 et 250 dents dans sa mâchoire, sur 2 rangées, qui sont prévues pour ramener la proie vers l'intérieur. Si elle mord, c'est déjà arrivé, on a déjà un collègue qui a été mordu à Charleroi 2-3 fois, c'est déjà arrivé 2-3 en formation. Sur le bout du doigt, vous le sentez. Parce que ce sont des toutes petites aiguilles. Et le problème, c'est que ce sont des serpents qui peuvent aller jusqu'à 3 fois leur taille, donc 3 fois leur diamètre, pour prendre quelque chose à manger.
Ce qui veut dire que vous prenez sur celui-ci, vous voyez sa taille, eh bien, il va ouvrir sa gueule sur ça. Si vous prenez, Marcel va le montrer avec ses deux mains, si vous prenez certains gros modèles, certains gros pitons. Donc des pitons, comme j'expliquais là tout à l'heure, on a déjà eu l'occasion de chercher des pitons qui font 5 mètres et 70 kg. Ils ont une tête comme ça. Ça veut dire comme ma main. Et quand ils ouvrent la gueule, c'est à 180 degrés. Et quand ça ne va pas, ils ont la possibilité de l'ouvrir 3 fois plus large, par un système d'os et de ligaments, qui permettent d'élargir. Et une fois que ça a mordu, ça a accroché. Les dents sont vraiment tirées vers l'arrière. Donc quand c'est accroché, le seul moyen, c'est faut arracher. Et s'il n'a pas lâché sa prise, vous arrachez les muscles et ses dents avec. Voilà. Et là, il va devenir très nerveux. Alors ici, pour ce gabarit-là, ce sont des morsures équivalentes à des morsures de chat. Là, ça devient une morsure de chien. Et le gabarit que je vous expliquais, c'est un coup de tronçonneuse. Ça va, donc d'où les dangers. Sans compter évidemment que, comme ça reste sont des animaux exotiques, ils ont une flore dans la bouche qui peut amener certaines bactéries et une morsure vaut mieux bien la désinfecter. Voilà, alors, voilà comment on procède quand nous on approche ces animaux-là, quand on veut les capturer. On vient avec un crochet de taille adaptée. Il n'est pas venimeux celui-là, tu vois. De taille adaptée, et ici on va le lever. Voilà, on le lève pourquoi? Parce qu'ainsi on évite qu'ils soient près du sol. Pourquoi? C'est parce que c'est un serpent terricole, donc il va avoir toujours tendance à retourner vers le sol. Ici il va s'équilibrer. Plus haut je vais monter, du moment il va même... Il va tomber? Non, il va faire un nœud à mon avis. Il va s'enrouler, puis on va relever. Il va tomber? C'est pas. Donc vous avez vu, c'est un territoire, il va absolument retourner vers le sol. Bon, nous, mais il sent la hauteur, il sent sa hauteur, il ne va pas sauter de 8 mètres. Maintenant, c'est très résistant. Voilà, donc nous, il résiste 3 à 5 fois plus que nous. Il serait tombé, il ne se blesse pas. Il ne se blessera pas. Maintenant, il va être un peu sonné. Hein, bon, voilà. Donc, nous, on va le capturer comme ça, on va le mettre directement dans une caisse, on va fermer la caisse, et terminer. Ça, vous avez vu, c'est le serpent avec le crochet adapté à sa taille. Maintenant, on va vous montrer la même chose avec celui-là. Vous allez remarquer ici, ça va être facile. C'est pas une aiguille à tricoter. c'est quand même lourd. Vous avez un bras de levier aussi dessus du fait, qui est en haut. Évidemment, on essaie de le tenir dans le cas, comme je l'ai dit tantôt, comme on intervient toujours dans le cas si on a un doute. Ceux-ci, on les reconnaît facilement parce que ce sont sons que l'on croise le plus souvent. Maintenant, dans le doute, quand on intervient toujours comme si c'était du venimeux. Donc, on va toujours se tenir à distance, à savoir que ici, ils ne le font pas parce qu'ils sont très calmes, mais ils ont une tendance à se mettre en col de montagne, en ressort, en S, prêt à attaquer. Donc on essaie de venir, nous, dans leur dos, comme on va le montrer maintenant. Donc Marcel l'aura pris, le temps l'aura pris. Et on essaie de le tenir le plus à distance possible. Et si à partir du moment où on lève, il revient, on lâche, on prend. Si vous rentrez, vous pouvez rentrer, mais vous fermez la porte alors. Merci. Si, il sort. Et il a une forme, ça, celui-là, il a une forme. Donc voilà. Donc celui-ci, c'est un boa constrictor qu'on rencontre assez communément chez les gens qui ont des animaux exotiques. Voilà. Donc leur position d'attaque, s'ils viennent à la pointe, ils font vraiment un S comme ça, mais beaucoup plus marqué. Donc nous, on va attendre qu'il soit dans une position idéale pour passer le crochet. On va toujours le placer en dessous de la tête, gentiment. On va se positionner pour le lever. Voilà. C'est combien de kilos? À mon avis, monsieur va dire 25 kilos. On va faire un peu ça. Comme ça, avec deux mains. Moi, je ne pas souvent en fait. Ça m'était là, donc je ne vois pas. Quand vous l'avez au bout du crochet. Oui. Ça va? Et c'est costaud. Donc c'est costaud. Donc ça veut dire aussi que pour nous, les techniques, on va devoir les changer. On pourra plus servir de crochet, alors que nous, on préconise en tout cas le fait de tenir l'animal à distance pour éviter le contact. Parce que comme on ne les connaît pas, on s'en méfie toujours. Même ici, donc, ce sont des animaux qu'on ne connaissait pas ce matin, donc on s'en méfie. On est déjà à la 3e ou 4e manipulation, on se rend bien compte que c'est des animaux qui sont calmes. Il faut fermer la porte, s'il vous plaît. Non, attends, S'il y a moyen de fermer la porte juste après, voilà. Qu'est-ce que c'est? On n'a pas trop On envie. commence dans 10 minutes. On fait la formation jusqu'à la fin de la journée en grosse partie, sans aucun souci. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, que par rapport au gabarit du serpent, on va devoir nous changer nos techniques et on va devoir à un certain moment y aller à la main.
Ça veut dire qu'on est obligé d'avoir des gens qui sont formés et qui ont la capacité de le faire. Parce que c'est pas le tout de dire moi je veux manipuler des nacs, des serpents, il faut aller les chercher quand on est en danger. Je vous assure que lors de formation, j'ai dû aller chercher un serpent qui était monté au milieu, mais le serpent fait 4 mètres, et c'est un python réticulé, il faut aller le chercher. Hein. C'est autre chose. Comment vous allez reconnaître un python réticulé par exemple? C'est qu'il a un œil orange, le python réticulé. C'est le plus dangereux des pythons. Celui-ci c'est un boa constrictor, c'est son nom de famille. C'est comme ça. Donc on n'aura pas de souci avec lui. Du moment qu'on l'approche de façon tout à fait douce, oui, évitez les gestes brusques. Un serpent ne vous voit pas tant que vous ne bougez pas. C'est quand vous allez bouger qu'il va vous voir. Donc moralité, vous paniquez, vous êtes devant un serpent, vous ne bougez pas. C'est tout. Même il va peut-être passer passer sous vos pieds, mais vous ne bougez pas. Voilà. Alors ceci, bon, c'est un serpent terricole aussi. Si vous aviez des serpents arboricoles, on est parfois obligé de déposer le crochet par terre parce que le serpent arboricole remonte le long du crochet pour essayer de nous mordre. Il faut savoir qu'un serpent arboricole tient tout seul par la queue aux branches et est capable de capturer un oiseau en plein vol. Ça voulait dire la vitesse de réflexe. Vous avez un problème. Les attaques. Si à un moment un serpent attaque certains types de serpents lors de leur morsure, parce que même ceux-ci ils mordent, comme j'expliquais tantôt, ils mordent. À partir du moment où ils se mettent, il y a une première zone dans laquelle on approche, il est complètement indifférent. Là on se balade autour de lui, il est complètement indifférent. Vous allez approcher d'autres animaux, ils vont commencer à se retourner. Là, vous vous rendez compte qu'il a remarqué que vous étiez là. Vous approchez dans sa zone de survie, il va se dresser, il va se mettre en S, les araignées vont se lever. Pardon ? Le seul problème qu'il y a, c'est que certains serpents, leur attaque est invisible à l'œil nu. Donc, ils se détendent et ils se replient sans même qu'on ait eu le temps de le voir. Et vous l'avez senti. Si c'est un non venimeux, vous aurez mal. Si c'est un venimeux, selon ce que c'est comme venin, vous pouvez avoir mal. Et puis leur venin est concentré comparé à leur taille. Voilà. Donc maintenant, on va travailler avec une dissimilitude. Je vous ai dit que c'est un nom sympathique, mais surtout sur le fait que c'est l'araignée qu'on rencontre le plus. C'est-à-dire que ce sont les araignées que les gens achètent le plus parce qu'elles sont les moins agressives. Elles sont même assez sympas. Mais quand on dit sympa, c'est entre guillemets. Parce qu'elle a toujours des poils urticants et elle a toujours des crochets pour vous montrer. Et elle a un venin qui est suffisamment costaud que pour provoquer chez vous des fièvres, mais si vous faites une allergie, vous êtes mort. Voilà. À savoir aussi que la réaction au venin est en rapport aussi avec le rapport poids-taille d'une personne. Là où un adulte se fait mort, il aura une fièvre pendant 2-3 jours, un enfant, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Alors, on vous a dit tout à l'heure, quand on vous a parlé de poils urticants, donc ici l'araignée a pour moyen de défense des poils qui se ressemblent à des petits harpons. Alors son jeu, quand elle est stressée, quand elle en a marre, c'est qu'elle se gratte l'abdomen avec les pattes postérieures. Elle gratte son abdomen, elle arrache des poils qui forment un nuage, vous rentrez dedans avec votre nez, avec vos yeux, ça rentre un peu partout, vous allez faire une allergie, vous avez le nez tout rouge, vous vous frottez, vous vous mouchez, pendant ce temps-là l'araignée elle est partie. Ça court très vite. Donc il faut absolument mettre quelqu'un à la porte, fermer cette porte. Parce que je vais pas faire des séances, parce que trop long, chaque fois on va se faire. Donc voilà. Alors, vous avez ce problème avec les poils urticants, et puis vous avez le problème avec les crochets. Donc les crochets, ça veut dire qu'elle va vous mordre. Une araignée, comme le serpent, n'est pas franchement intéressée par l'homme. Mais par contre, si vous l'ennuyez et qu'elle est coincée, elle va se mettre à réagir, elle va stresser, elle va en tout cas écarter les pédipales et les pattes antérieures pour pouvoir libérer les chilicères. Les pédipales, ce sont les deux espèces de petites pattes qu'on voit qui ne sont pas des pattes à l'avant, voilà, qui lui servent à ramener la nourriture pour pouvoir se nourrir. Ça lui sert un petit peu de main, si on veut. Voilà, ce sont les deux mains, un petit peu comme les scorpions. Les scorpions, voilà. Ils ont deux pinces qui leur servent aussi pour ramener la nourriture et avec lesquelles ils peuvent aussi déchiqueter. À savoir que les chelicères, donc les endroits dans lesquels naissent la base du crochet, là où il y a la glande à venin, comme il y a là, le lieutenant va vous les montrer, sont un organe très nécessaire chez elles. C'est ce qui leur sert à tuer leur proie, à injecter leur venin.
Donc elles sont protégées. Quand elles sont repliées, elles sont vraiment rentrées en dessous dans la gueule. On ne les voit presque pas, il faut le retourner pour le voir. Sur un modèle comme celle qui est dans mon dos ici, la toute petite, qui quand elle sera grande pourra atteindre une taille qui fait à peu près 27 cm. C'est la plus grosse au monde. Sur celle-là, les chilicières peuvent atteindre 1,3 cm, 1,4 cm. Alors vous allez voir déjà ici ce que c'est qu'un demi-centimètre. Alors imaginez 1,3 cm, à savoir que quand elle mord, elle enfonce à peu près un tiers de la longueur du crochet. Il faut savoir aussi que les mygales sont capables de tuer des serpents. Ils sont plus rapides que le serpent. En majorité, elles s'attaquent à des insectes. Alors ce que je vais faire maintenant, je vous le déconseille, je vous l'interdis, parce que c'est dangereux. L'araignée peut se retourner, elle peut mourir. Bon voilà. Mais comme on a affaire à une araignée qui est docile, ça devrait aller. Voilà. Alors, je vais vous montrer les crochets. Ça devrait bien aller les sortir. Tantôt les sortir plus facilement. Voilà, mais le fait de forcer, elle va peut-être avoir une réaction. C'est pour ça que j'ai des gants, c'est pour ça que je vous demande de vous tenir à distance, parce que elle peut lâcher. Voilà. Elle pourrait lâcher un peu de venin. Ça a énormément de force. En rapport poids-taille, une araignée est très forte. À savoir que la petite qui est là, quand elle sera grande, la boîte de transport comme on a là derrière, la petite boîte avec la poignée bleue, si elle arrive à passer ses crochets dans un des petits plis, elle est capable de casser la boîte. Elle est capable de casser le plastique et de se dégager un trou pour sortir. Ces crochets, là, regarde. Alors, les crochets. Des bonnes griffes de chat. Ça fait mal, c'est dangereux et ça tue. Comme on vient de vous l'expliquer, selon les réactions de chacun. Soit on fait une allergie, soit on fait des grossières, et si on fait une allergie, on reste dedans. Et certaines araignées, très peu, ont un venin très virulent. Vous prenez par exemple l'Atrax, elle c'est mortel. Même pour un adulte. Voilà. Je peux vous garantir que la petite qui est là, on a dit qu'elle allait devenir la plus grosse, hein, qu'elle faisait une biologie, ben, cette pince-ci, elle la tient avec ses crochets. Je vais vous montrer une photo. Pour l'avoir expérimenté, je peux vous dire. Une photo d'une le blondie à sa taille adulte, presque à taille réelle. C'est une araignée qui vient du Guyane. Voilà. Voilà à peu près la taille de la le blondie, donc celle-là quand elle sera adulte. 27 cm, entre 27 et 30 cm, on a déjà trouvé des gabarits. Un modèle comme celle-ci, il y en a une pour le moment chez Paulus, c'est entre 200 et 250 euros, adulte. Celle-ci, toute petite, c'est 20 euros. À savoir que vous voyez comment est-ce qu'elle est. Elle est minuscule, elle est là dans le coin, elle est toute minuscule. Et dans même pas 2 ans, elle fera 27 cm. Enfin, 5 ans, excuse-moi. Parce que vous tenez compte que la petite qui est là, donc la Smithy qu'on vous a montré, l'orange, elle est née d'un élevage en 2010, donc elle a 2 ans. Elle va bientôt avoir 3 ans, fin 2010. Celle-ci est d'un élevage de fin 2011. Alors pourquoi on a des pinces? C'est pour justement vérifier le caractère de la demoiselle avant de la capturer. Évidemment, je ne vous ai pas montré comment capturer. Celle-ci, on va éviter de s'en servir. Voilà, vous avez vu qu'elle grattait ses pattes, avec ses pattes son abdomen. C'est un réflexe automatique. Surtout quand elles sont plus jeunes, elles réagissent plus vite. Et là, voilà. Ça veut dire que les poils, ils sont dans l'air. Donc je vais m'en écarter. Et nous, en tout cas, on va éviter de s'en servir pour les démonstrations parce qu'à tout moment, elle peut réagir et sortir de sa boîte. Il faut savoir qu'une araignée est capable de remonter une paroi verticale, même une vitre. J'ai bien dit, même ça accroche sur tout. Elle s'accroche sur tout. Au bout de chaque patte, elle a 2 crochets. Elle a 8 pattes, faites le compte, il y a de quoi tenir. Alors, vous montrer juste comment une des techniques avec lesquelles on capture les araignées. C'est pas trop compliqué. Si vous arrivez à vous faire chez vous, si vous ne paniquez pas, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous évitez. Pardon? Une grosse tape à bouche. Ouais, sauf on que... ne peut pas les détruire, ce sont des animaux protégés. Les mouches. Donc voilà. Alors, nous, on va éviter d'arriver par l'arrière pour éviter les poils. On va avoir un récipient de la taille plus ou moins de l'araignée. Si celle-ci est trop grande, eh ben, on va essayer de tourner autour pour qu'elle rentre ses pattes. Par réflexe, elle sentira, elle va les replier. Voilà, parce que vous avez remarqué que la petite là-bas, vous voyez, elle vit comme ça.
On a l'impression qu'elle est comme ça. Quand elle fait ça, elle est déjà un petit peu plus impressionnante. Donc, avec délicatesse, À mercredi. nous allons passer de... Salut Arnaud, merci. On va ouais. Non, je ne sais pas te dire. Donc on va essayer de faire glisser l'araignée sur notre plastique. Qu'est-ce que tu as vu là? Tu vois super bien. Ça elle, hein. Ce matin. Alors, je demande toujours qu'on travaille avec des plastiques qui ont plus ou moins de transparence. Pourquoi? Parce que quand j'aurais fait faire le demi-tour à l'araignée, pour pouvoir la voir, voilà, je vais me retrouver comme ça, où je vais devoir faire l'échange avec mon couvercle et le plastique. Et voilà. C'est tout aussi simple que ça, mais il ne faut pas rater son coup. Surtout que si vous avez un couvercle qui est un peu juste et que vous faites tomber la boîte, ça ne va pas aller. Vous remarquerez qu'on peut tourner la boîte dans tous les sens. Elle est toujours accrochée sur une passe. L'ambulance arrive, elle va se mettre de manière à sécuriser les lieux déjà par rapport à son véhicule et avoir un accès assez facile et assez rapide par rapport à la victime qui est incarcérée dans le véhicule. Dans ce cadre-là, les deux ambulanciers, il y en a, le convoyeur prend le matériel nécessaire qui est une réponse automatique lorsque on prend en charge un accidenté de la route. Et le chauffeur va aller prendre connaissance de l'état du patient pour voir s'il est toujours conscient ou inconscient. Si la personne est toujours consciente, il va lui poser des questions type pour savoir si... Et voilà, donc il faut une désincarcération et le véhicule de désincarcération arrive. Et donc ici, les deux ambulanciers prennent en charge la victime potentielle, va faire son évaluation, son état de conscience. Si le patient est conscient, ben, les ambulanciers vont lui demander où il a mal, quelles lésions pourrait-il avoir, par rapport à l'impact, est-ce qu'il avait sa ceinture, est-ce que le véhicule est muni d'airbag ou non. Les pompiers arrivent, sous le commandement du chef d'agré, ils vont positionner le véhicule pour se mettre aussi en protection. Dans la réalité, je vous rappelle que, en plus du véhicule de désincar, normalement, il y a un véhicule de balisage pour protéger l'ensemble du site, pour que les intervenants soient en parfaite sécurité, plus une autopompe, le cas échéant où le véhicule viendrait à prendre feu. Ici, comme il n'y a pas d'autopompe, ce sont les pompiers du véhicule de désincarcération qui vont entrer le véhicule avec des extincteurs pour prévenir tout risque d'incendie. Ensuite, les pompiers vont commencer à travailler, et si jamais la voiture est équipée d'airbag, mettre aussi contre-temps. Si on a besoin de renfort, les équipes sont équipées de moyens de communication qui sont très développés, et on peut ramener du matériel sur place ou des renforts spécifiques sur place. Tout ça en passant par le 112 dont dépend la province du Hérault, qui se trouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Mons. Donc là, l'équipe ambulancier est en train de finaliser la pose du fernoquette pour pouvoir extraire le patient. Et dès que cela sera réalisé, ils vont demander à l'équipe pompier de leur donner un coup de main pour pouvoir extraire le patient avec une planche d'olivier. Vous voyez aussi que s'il y a quelque chose qui ne va pas, que les pompiers doivent retravailler parce qu'il y a un morceau de métal qui dépasse, etc., d'office, on met des couvertures en protection du patient pour le préserver, etc. Et on continue le suivi psychologique du patient pendant l'intervention en lui expliquant tout ce qui se passe pour ne pas que le patient panique. Donc plus un patient va paniquer, au plus il risque de se dégrader. C'est intéressant, hein.
recevoir le patient sur le brancard est déjà au sol, avec ce qu'on appelle un matelas coquille. Donc c'est un matelas, ce qu'on appelle un matelas à dépression. Donc à l'intérieur de ce matelas, je vais soulever la couverture, le matelas qui se trouve ici de couleur orange et bleue. À l'intérieur se trouvent plein de billes en polystyrène. Ces billes en polystyrène sont mises entre deux coups et donc on va venir mettre le patient sur ce matelas, on va le refermer avec des sangles, on va le sangler complètement et puis on va retirer l'air qu'il y a à l'intérieur du matelas. Toutes les billes en polystyrène vont se compacter et vont prendre la forme exacte du patient et le matelas va devenir aussi dur que du plâtre. Et donc le patient va être complètement englobé dans sa forme physiologique et donc le matelas va absorber et ça va empêcher que le patient prenne toutes les secousses de l'ambulance lorsque l'ambulance est blessé. Et donc, à partir de ce moment-là, va empêcher tout déplacement s'il a une fracture. Ils l'ont sorti de la voiture. Maintenant, ils la mettent sur une civière. Voilà, donc les pompiers et les ambulanciers se sont mis d'accord sur la technique d'extraction du patient. Ils sont en train de finaliser leur action pour pouvoir glisser la planche d'olivier pour pouvoir extraire le patient dans les meilleures conditions possibles. Il faut savoir qu'entre-temps, s'ils ont eu besoin d'un SMUR, une équipe médicale est arrivée sur place, a perfusé le patient, a fait passer des antidouleurs, a fait passer certains médicaments pour stabiliser le patient, parce que le patient peut avoir différentes lésions. Et ils vont le mettre sur l'ambulance. Ils vont le mettre dans l'ambulance. C'est une tamponade cardiaque, donc c'est-à-dire en gros un bleu sur le cœur, c'est pas bien. Le cœur c'est la pompe de votre corps, c'est ce qui vous permet de vivre. Donc si le cœur a eu un choc, le patient risque de se dégrader très vite. S'il a des problèmes au niveau des côtes, et donc voilà, ils ont extrait le patient et ils viennent le déposer sur le brancard. Une fois que le patient est déposé sur le brancard, ils vont faire le bilan secondaire du patient, donc voir toutes les lésions additionnelles sur le patient, et ils vont enlever la planche d'olivier scoop. Pourquoi? Parce que la planche avec laquelle ils ont extrait le patient est un matériel de relevage, mais pas de transport. Et donc, comme il prend de la place sur le brancard, si on le laisse, on ne saura jamais refermer le matelas coquille pour que le matelas coquille prenne la forme physiologique du patient. Et donc, il faut absolument enlever ce matériel pour pouvoir refermer le matelas coquille, le dépressuriser pour mettre le patient dans les meilleures conditions pour le transport vers le milieu hospitalier. Vous avez pu remarquer aussi que pendant toute cette manœuvre, le patient est bien resté à plat et il n'a pas eu de mouvement de va-et-vient de gauche à droite, ni de mouvement au niveau de sa colonne cervicale. La BC et qu'elle revient répercuté à l'hôpital receveur. C'est-à-dire que les ambulanciers vont partir avec le patient et ils vont dire voilà, nous avons un monsieur de 27 ans qui a subi un AVP, accident voie publique, frontal, avec telle et telle lésion. Imaginons qu'il a fracture de côte, fracture de bassin et qu'il a des douleurs au niveau du cou